Bonsoir à toutes et à tous. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez-vous porter par cette exploration douce et fascinante des confins de notre cosmos. Ce soir, nous allons voyager ensemble vers les frontières ultimes de la réalité, là où notre esprit vacille face à l'immensité vertigineuse de l'espace et du temps. Nous allons nous interroger sur une question qui hante l'humanité depuis l'aube de la conscience. L'univers est-il infini? Cette question, apparemment simple, cache en réalité l'un des mystères les plus profonds et les plus troublants de toute la science moderne. Car imaginez un instant ce que signifierait véritablement un univers sans limite. Un espace qui s'étend éternellement dans toutes les directions, sans bordure, sans mur, sans fin. Un cosmos où, quoi que vous fassiez, où que vous alliez, il y aurait toujours plus loin, toujours au-delà, toujours davantage. C'est une idée qui peut donner le vertige, qui peut même effrayer, mais qui possède aussi une beauté et une majesté incomparables. Alors, détendez-vous, respirez profondément et laissons notre esprit s'évader vers ces horizons infinis. Notre voyage commence ici, maintenant, dans le silence apaisant de la nuit, tandis que nous contemplons ensemble les mystères les plus vertigineux de l'existence. Depuis que les premiers êtres humains ont levé les yeux vers le ciel étoilé, nous nous sommes posé des questions sur la nature de ce qui nous entoure. Nos ancêtres, assis autour de feux crépitants dans la nuit préhistorique, observaient cette voûte céleste parsemée de points lumineux et se demandaient où tout cela s'arrête-t-il? Y a-t-il une limite? Ou bien cela continue-t-il indéfiniment? Ces questions n'étaient pas de simples curiosités intellectuelles. Elles touchaient au cœur même de notre place dans l'univers, de notre signification, de notre rapport au cosmos qui nous abrite. Et au fil des millénaires, philosophes, théologiens et scientifiques ont proposé des réponses diverses, parfois contradictoires, souvent fascinantes. Dans l'Antiquité grecque, les penseurs se divisaient déjà sur cette question fondamentale. Aristote, dont l'influence allait dominer la pensée occidentale pendant près de 2000 ans, rejetait catégoriquement l'idée d'un univers infini. Pour lui, un tel concept était physiquement insoutenable, même impensable. Son univers était fini, parfaitement ordonné, avec la Terre au centre et les sphères célestes tournant autour d'elle dans une harmonie géométrique. Au-delà de la dernière sphère, celle des étoiles fixes, il n'y avait tout simplement rien, pas même le vide. L'infini, pour Aristote, était une abstraction mathématique, non une réalité physique. Mais d'autres philosophes grecs n'étaient pas d'accord. Les atomistes, comme Démocrite et Épicure, imaginaient un univers sans limite, peuplé d'une infinité d'atomes se mouvant dans un espace éternel. Dans leur vision du cosmos, notre monde n'était qu'un parmi d'innombrables autres, dispersés dans l'immensité infinie de l'espace. C'était une idée révolutionnaire, presque troublante dans son audace. Au Moyen Âge, la question de l'univers infini devint intimement liée à la théologie. Si Dieu était infini et tout-puissant, son œuvre devait-elle être également infinie? Ou bien un univers fini témoignait-il mieux de la perfection divine, de l'ordre et de l'harmonie de la création?
Les penseurs chrétiens débattaient de ces questions avec passion, cherchant à concilier la philosophie aristotélicienne avec les enseignements de la foi. C'est à la Renaissance que la question de l'univers infini connut un renouveau spectaculaire. Giordano Bruno, ce moine dominicain devenu philosophe hérétique, proclamait avec ferveur que l'univers était infini et peuplé d'une infinité de mondes. Pour lui, limiter l'univers revenait à limiter la puissance de Dieu. Ces idées lui valurent d'être brûlées vif en l'an 1600, mais elles allaient germer dans les esprits et préparer le terrain pour la révolution scientifique à venir. Lorsque Nicolas Copernic publia son œuvre révolutionnaire au XVIe siècle, plaçant le Soleil au centre du système planétaire plutôt que la Terre, il ne se contentait pas de bouleverser l'astronomie. Il ouvrait la voie à une transformation complète de notre vision du cosmos. Car si la Terre n'était plus le centre de l'univers, alors où était ce centre? Et y avait-il même un centre? Cette question, apparemment simple, avait des implications vertigineuses. Dans un univers fini à la manière d'Aristote, le centre était bien défini, c'était un point géométrique précis. Mais dans un univers sans centre privilégié, que devenait la notion même de structure cosmique? La réponse qui s'imposait peu à peu était troublante. Peut-être l'univers n'avait-il pas de centre parce qu'il était infini. Dans un espace infini, chaque point peut être considéré comme le centre, car il y a autant d'espace dans toutes les directions autour de lui. Johannes Kepler, l'astronome brillant qui découvrit les lois du mouvement planétaire, se débattait avec cette idée d'un univers infini. Il était profondément troublé par ce qu'on appellerait plus tard le paradoxe d'Olbers, même si ce paradoxe ne porterait son nom que des siècles plus tard. Kepler se demandait si l'univers est infini et peuplé d'une infinité d'étoiles, pourquoi le ciel nocturne n'est-il pas uniformément brillant? Ne devrait-on pas voir des étoiles dans toutes les directions, rendant le ciel aussi lumineux de nuit que de jour? Cette question, que nous explorerons en détail plus tard, tourmentait Kepler au point qu'il en vint à conclure que l'univers devait être fini. Il ne pouvait concevoir d'autre explication à l'obscurité de la nuit. Et pourtant, l'idée d'un univers infini continuait de hanter les esprits, refusant de disparaître malgré ces objections apparemment logiques. Isaac Newton, le génie qui allait unifier la physique terrestre et céleste dans sa théorie de la gravitation universelle, était lui aussi confronté au dilemme de l'infini. Sa loi de gravitation posait un problème fascinant. Si l'univers était fini et contenait une quantité finie de matière, alors cette matière devrait, sous l'effet de la gravitation, finir par s'effondrer en un seul point. Toute la matière de l'univers s'attirerait mutuellement jusqu'à former une masse unique et compacte. Newton voyait une solution élégante à ce problème, un univers infini avec une distribution infinie de matière répartie uniformément dans l'espace. Dans un tel univers, chaque partie de matière serait attirée également dans toutes les directions par l'infinité de matière qui l'entoure, créant une sorte d'équilibre gravitationnel. L'univers pourrait ainsi rester statique, éternel et immuable. Cette vision d'un cosmos infini, statique et éternel allait dominer la pensée scientifique pendant 2 siècles. C'était une image séduisante, presque rassurante dans sa stabilité. L'univers avait toujours été là et serait toujours là, une scène immuable sur laquelle se jouait le drame de l'existence humaine. Mais cette image confortable était sur le point d'être bouleversée de fond en comble par les découvertes du XXe siècle. Avant d'aller plus loin dans notre exploration, prenons le temps de nous arrêter sur cette question apparemment simple, mais profondément troublante, que nous avons déjà évoquée. Pourquoi la nuit est-elle noire?
Cela peut sembler être une question absurde. Bien sûr que la nuit est noire, direz-vous. Le soleil est couché, nous sommes dans l'ombre de la terre, voilà pourquoi il fait sombre. Mais ce n'est pas de cette obscurité-là dont nous parlons. La vraie question est pourquoi, lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne, voyons-nous du noir entre les étoiles ? Si l'univers était vraiment infini, statique et éternel, avec des étoiles réparties uniformément dans tout l'espace, alors où que nous regardions dans le ciel, notre ligne de visée devrait finir par rencontrer la surface d'une étoile. Imaginez une forêt dense et infinie. Si vous vous tenez au milieu de cette forêt et regardez dans n'importe quelle direction, votre regard finira toujours par rencontrer un tronc d'arbre, même si cet arbre est très lointain. De la même manière, dans un univers infini rempli d'étoiles, chaque point du ciel devrait briller de la lumière d'une étoile. Plus encore, si ces étoiles brillent depuis l'éternité, alors la lumière de toutes ces étoiles infiniment nombreuses aurait eu tout le temps de nous parvenir. Le ciel nocturne devrait être d'une brillance éblouissante, comparable à la surface du soleil. Et pourtant, ce n'est manifestement pas le cas. La nuit est noire, parsemée seulement de quelques milliers d'étoiles visibles à l'œil nu. Ce paradoxe, formulé de manière particulièrement claire par l'astronome allemand Heinrich Wilhelm Olbers en 1826, bien qu'il ait été pressenti par d'autres avant lui, devient connu sous le nom de paradoxe d'Olbers. Il représente l'un des indices les plus frappants que quelque chose ne va pas avec notre conception d'un univers infini, statique et éternel. Olbers lui-même proposa une solution. Peut-être la matière interstellaire, les nuages de poussière et de gaz qui flottent entre les étoiles, absorbent-ils la lumière des étoiles lointaines, nous empêchant de les voir. C'était une idée ingénieuse, mais elle ne tenait pas la route. Car si la matière interstellaire absorbait toute cette énergie lumineuse depuis l'éternité, elle se serait réchauffée jusqu'à briller elle-même avec la même intensité que les étoiles. Le problème restait entier. La véritable solution au paradoxe d'Olbers ne viendrait que bien plus tard avec les découvertes révolutionnaires du XXe siècle sur la nature de l'univers. Mais avant d'en arriver là, attardons-nous encore un peu sur cette question de l'infini et sur ce qu'elle implique vraiment. L'infini n'est pas simplement un très grand nombre. Ce n'est pas 1 million, ni 1 milliard, ni même 1 trillion élevé à la puissance d'un autre trillion. L'infini est quelque chose de qualitativement différent, quelque chose qui échappe à notre intuition quotidienne et qui possède des propriétés profondément étranges. Imaginez que vous comptiez les nombres entiers, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Peu importe combien de temps vous comptez, peu importe à quel nombre vous arrivez, il y aura toujours un nombre suivant. Les nombres entiers sont infinis. Mais maintenant, considérez seulement les nombres pairs, 2, 4, 6, 8, et ainsi de suite. Intuitivement, vous pourriez penser qu'il y a 2 fois moins de nombres pairs que de nombres entiers en tout, puisque nous avons exclu tous les nombres impairs. Et pourtant, les mathématiciens vous diront qu'il y a exactement autant de nombres pairs que de nombres entiers. Les deux ensembles sont infinis de la même manière. C'est là l'une des propriétés les plus déconcertantes de l'infini. Une partie peut être égale au tout. Un hôtel infini, avec une infinité de chambres toutes occupées, peut toujours accueillir un nouveau client en demandant à chaque occupant de se déplacer dans la chambre suivante.
la chambre numéro 1 déménage dans la chambre numéro 2, la chambre numéro 2 dans la chambre numéro 3, et ainsi de suite. La chambre numéro 1 se libère ainsi pour le nouveau client. Un hôtel infini peut même accueillir une infinité de nouveaux clients de cette manière. Ces paradoxes mathématiques peuvent sembler être de simples jeux de l'esprit, sans rapport avec la réalité physique. Mais si l'univers est vraiment infini, alors ces propriétés étranges de l'infini s'appliquent à la réalité elle-même, et les conséquences sont vertigineuses. Dans un univers vraiment infini, avec de la matière répartie uniformément dans tout l'espace, il n'y aurait pas seulement une infinité d'étoiles et de galaxies, il y aurait une infinité de tout, une infinité de planètes semblables à la Terre, une infinité de personnes identiques à vous. En fait, il y aurait une infinité de copies exactes de vous vivant des vies identiques à la vôtre dans des univers locaux identiques aux nôtres. Cela peut sembler absurde, mais c'est une conséquence logique de l'infini combinée aux lois de la physique quantique. Au début du XXe siècle, alors que la physique classique semblait avoir atteint son apogée, un jeune employé de bureau en Suisse allait révolutionner notre compréhension de l'espace, du temps et de la gravité. Albert Einstein, avec sa théorie de la relativité, allait transformer radicalement notre vision du cosmos et rouvrir la question de l'infini sous un jour entièrement nouveau. La relativité restreinte, publiée en 1905, bouleversait déjà nos conceptions les plus fondamentales. Elle révélait que l'espace et le temps n'étaient pas des entités absolues et séparées, mais formaient un continuum unifié, l'espace-temps. Elle montrait que la simultanéité était relative, que le temps pouvait se dilater et l'espace se contracter selon le mouvement de l'observateur. C'était déjà suffisamment révolutionnaire, mais c'est avec la relativité générale, publiée en 1915, qu'Einstein allait vraiment transformer la cosmologie. Sa nouvelle théorie de la gravitation ne décrivait plus la gravité comme une force mystérieuse agissant à distance, à la manière de Newton. Pendant qu'Einstein élaborait sa théorie cosmologique, un autre scientifique, souvent méconnu, travaillait sur les mêmes questions. Georges Lemaître était un prêtre catholique belge, mais aussi un physicien et astronome brillant. En 1927, il publia un article remarquable qui, contrairement à Einstein, prenait au sérieux l'idée d'un univers dynamique prédit par la relativité générale. Lemaître proposait que l'univers était en expansion. Non seulement l'espace n'était pas statique, mais il s'étirait, s'agrandissait, transportant les galaxies avec lui comme des raisins dans une pâte à pain qui lève. C'était une idée radicale, presque choquante à l'époque. Un univers qui change, qui évolue, qui a une histoire. Et si l'univers s'étend maintenant, raisonnait Lemaître, alors dans le passé, il devait être plus petit, plus dense, plus chaud. En remontant suffisamment loin dans le temps, on arrivait à un état initial où tout l'univers était concentré dans ce que Lemaître appelait l'atome primitif. C'était la naissance de ce qui deviendrait la théorie du Big Bang, bien que ce nom, initialement péjoratif, ne viendrait que plus tard. Mais les idées théoriques de Lemaître seraient restées spéculatives sans confirmation observationnelle. Cette confirmation allait venir d'un astronome américain travaillant avec le plus grand télescope du monde à l'époque,
situé sur le mont Wilson en Californie. Edwin Hubble, en 1929, annonça une découverte qui allait changer à jamais notre vision de l'univers. Hubble avait observé un grand nombre de galaxies et mesuré leur distance ainsi que leur vitesse. La méthode pour mesurer la vitesse était élégante. Elle utilisait l'effet Doppler. Vous connaissez peut-être cet effet avec le son. Quand une ambulance s'approche de vous, sa sirène semble plus aiguë. Et quand elle s'éloigne, la sirène devient plus grave. De la même manière, la lumière d'un objet qui s'éloigne de nous est décalée vers le rouge du spectre, tandis que la lumière d'un objet qui s'approche est décalée vers le bleu. Hubble découvrit que presque toutes les galaxies qu'il observait présentaient un décalage vers le rouge. Elles s'éloignaient toutes de nous. Plus stupéfiant encore, il trouva une relation simple entre la distance d'une galaxie et sa vitesse de récession. Plus une galaxie était lointaine, plus elle s'éloignait rapidement. Cette relation, connue aujourd'hui sous le nom de loi de Hubble, était exactement ce qu'on attendrait d'un univers en expansion. Pour comprendre cela, imaginez que vous dessiniez des points sur un ballon de baudruche, puis que vous gonfliez le ballon. Chaque point s'éloigne de tous les autres points, et du point de vue de n'importe quel point sur le ballon, tous les autres points semblent s'éloigner de lui. De plus, les points les plus éloignés s'éloignent plus rapidement, car il y a plus d'espace qui s'étire entre eux. C'est exactement ce que Hubble observait à l'échelle cosmique. L'univers s'étendait non pas dans un espace préexistant, mais par l'expansion de l'espace lui-même. Les galaxies ne se déplaçaient pas à travers l'espace, elles étaient transportées par l'expansion de l'espace. Lorsqu'Einstein prit connaissance de ces observations, il réalisa son erreur. Il n'avait pas eu besoin d'ajouter la constante cosmologique à ses équations. Un univers dynamique n'était pas un bug de la relativité générale. C'était une fonctionnalité. Einstein dira plus tard que l'ajout de la constante cosmologique était la plus grande erreur de sa carrière. Ironiquement, comme nous le verrons plus tard, cette constante cosmologique allait faire un retour spectaculaire des décennies plus tard, mais pour des raisons complètement différentes. La découverte de l'expansion de l'univers transformait radicalement la question de l'infini. Si l'univers s'étend, alors il a une histoire, une évolution. Et si nous pouvons extrapoler cette expansion vers le passé, nous arrivons à un moment où l'univers était infiniment dense et infiniment chaud, un moment que nous appelons maintenant le Big Bang. Le concept du Big Bang, tel que développé dans les décennies suivant les découvertes de Hubble, révolutionnait notre compréhension du cosmos d'une manière encore plus profonde que la révolution copernicienne. Non seulement la Terre n'était pas le centre de l'univers, mais l'univers lui-même avait un commencement, une origine dans le temps. Il y a environ 13 milliards 800 millions d'années, ce qui est maintenant l'âge estimé de notre univers, toute la matière et l'énergie que nous observons aujourd'hui étaient concentrées dans un état d'une densité et d'une température inimaginables. Ce n'était pas une explosion dans l'espace, comme le nom Big Bang pourrait le suggérer, c'était une expansion de l'espace lui-même à partir de cet état initial extrême. Dans les premiers instants infinitésimaux après le Big Bang, l'univers était tellement chaud et dense que même les particules élémentaires que nous connaissons ne pouvaient exister. C'était un plasma bouillonnant de quarks et de gluons, baignant dans un rayonnement intense. Au fur et à mesure que l'univers s'étendait, il se refroidissait. Les quarks purent se combiner pour former des protons et des neutrons. Puis, quelques minutes après le début, ces protons et neutrons commencèrent à fusionner pour former les noyaux des premiers atomes légers, hydrogène, hélium et traces de lithium. Mais l'univers était encore bien trop chaud pour que les électrons puissent se lier à ces noyaux et former des atomes complets. C'était une soupe opaque de particules chargées et de photons, ces derniers étant constamment absorbés et réémis, incapables de voyager librement. L'univers était rempli de lumière, mais c'était une lumière prisonnière, rebondissant sans cesse sur les particules chargées. Puis,
environ 380 000 ans après le Big Bang, un événement crucial se produisit. L'univers s'était suffisamment refroidi pour que les électrons puissent enfin se lier au noyau et former des atomes neutres. C'est ce qu'on appelle la recombinaison. Soudainement, les photons furent libérés, l'univers devint transparent et la lumière put voyager librement à travers l'espace. Cette lumière ancienne, émise lorsque l'univers avait seulement 380 000 ans, voyage encore aujourd'hui à travers le cosmos. Au fil des milliards d'années, elle a été étirée par l'expansion de l'univers, son énergie diminuant, sa longueur d'onde augmentant. Ce qui était autrefois une lumière visible, orange et chaude, est maintenant un rayonnement micro-ondes invisible à nos yeux, mais détectable par nos instruments. C'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, ou rayonnement fossile. Sa découverte accidentelle en 1965 par Arno Penzias et Robert Wilson, qui recevront le prix Nobel pour cette découverte, fournit la preuve la plus convaincante de la théorie du Big Bang. Ce rayonnement baigne uniformément tout l'espace, venant de toutes les directions du ciel, un écho faible mais persistant de la naissance de l'univers. Et voici maintenant comment le Big Bang résout le paradoxe d'Olbers. Si l'univers a un âge fini, environ 14 milliards d'années, alors nous ne pouvons voir que la lumière qui a eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang. Même si l'univers est spatialement infini, l'univers observable, la partie que nous pouvons voir, est fini. Il y a un horizon cosmologique, une limite au-delà de laquelle nous ne pouvons pas voir, non pas parce qu'il n'y a rien là-bas, mais simplement parce que la lumière de ces régions lointaines n'a pas encore eu le temps de nous parvenir. De plus, les étoiles n'étaient pas existées depuis toujours. Les premières étoiles ne se sont formées que quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Elles ont une durée de vie finie, brillant pendant des millions ou des milliards d'années avant de s'éteindre. Le ciel nocturne est noir parce que l'univers est jeune et que les étoiles n'ont pas eu le temps de remplir l'espace de leur lumière. C'est une explication à la fois simple et profonde. Mais cela nous ramène à notre question centrale. L'univers est-il infini ? Le Big Bang nous dit que l'univers a un âge fini, qu'il a une histoire d'environ 14 milliards d'années. Mais cela ne nous dit pas nécessairement si l'espace lui-même est infini ou fini. Il est crucial de faire une distinction que nous avons déjà évoquée, mais qui mérite d'être approfondie. La différence entre l'univers observable et l'univers dans sa totalité. L'univers observable est la région de l'espace dont la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang. Étant donné que l'univers a environ 14 milliards d'années et que la lumière voyage à une vitesse finie, vous pourriez penser que l'univers observable a un rayon d'environ 14 milliards d'années-lumière. Mais ce n'est pas le cas, et la raison est subtile et fascinante. Pendant que la lumière voyageait vers nous depuis les régions lointaines de l'univers, l'espace lui-même continuait à s'étendre. Les objets dont nous recevons la lumière aujourd'hui se sont éloignés pendant que leur lumière voyageait vers nous. Tenant compte de cette expansion, les cosmologistes calculent que l'horizon cosmologique, la limite de l'univers observable, se trouve maintenant à environ 46 500 millions d'années-lumière. Le diamètre de l'univers observable est donc d'environ 93 milliards d'années-lumière. C'est une distance presque inconcevable. Pour mettre cela en perspective, notre galaxie, la Voie lactée, a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies, chacune contenant en moyenne des centaines de milliards d'étoiles. Le nombre total d'étoiles dans l'univers observable dépasse largement le nombre de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Mais, aussi vaste que soit l'univers observable, il pourrait être qu'une fraction infinitésimale de l'univers total. Au-delà de l'horizon cosmologique, l'espace continu, peuplé de galaxies et d'étoiles que nous ne pourrons jamais voir, car leur lumière n'a pas encore eu le temps de nous atteindre. Et il se pourrait que cet espace continue indéfiniment,
infiniment au-delà de notre horizon. Comment savoir si l'univers au-delà de notre observation est fini ou infini? C'est là que la géométrie de l'espace-temps entre en jeu. La théorie de la relativité générale nous dit que la géométrie de l'univers est déterminée par son contenu en matière et en énergie. Et cette géométrie, à son tour, détermine le destin ultime de l'univers et nous donne des indices sur sa taille totale. Il existe 3 possibilités géométriques fondamentales pour l'univers dans son ensemble, chacune correspondant à une courbure différente de l'espace. La première possibilité est un univers à courbure positive, comme la surface d'une sphère. Nous avons déjà évoqué ce type de géométrie lorsque nous parlions du modèle cosmologique initial d'Einstein. Dans un tel univers, l'espace se courbe sur lui-même. Si vous voyagiez en ligne droite assez longtemps, vous finiriez par revenir à votre point de départ. La somme des angles d'un triangle serait supérieure à 180 degrés. Cet univers serait fini en volume, mais sans bord. C'est l'analogue tridimensionnel de la surface d'une sphère. La deuxième possibilité est un univers à courbure négative, comme une selle de cheval ou une Pringles. Dans cette géométrie hyperbolique, l'espace s'étend indéfiniment dans toutes les directions. La somme des angles d'un triangle serait inférieure à 180 degrés. Les lignes parallèles divergent. Un tel univers serait nécessairement infini. La troisième possibilité, et peut-être la plus intuitive, est un univers plat, à courbure nulle. C'est la géométrie euclidienne que nous apprenons à l'école. Les lignes parallèles restent parallèles. La somme des angles d'un triangle est exactement 180 degrés. Un univers plat pourrait être infini ou fini selon sa topologie globale. Mais les observations suggèrent fortement que s'il est plat, il est probablement infini. Alors, laquelle de ces 3 géométries décrit notre univers? Pour le savoir, les cosmologistes ont développé des méthodes ingénieuses basées sur l'observation du fond diffus cosmique. Rappelez-vous que le fond diffus cosmique est le rayonnement émis lorsque l'univers avait 380 000 ans. Ce rayonnement n'est pas parfaitement uniforme. Il présente de minuscules fluctuations de température de l'ordre d'une partie pour 100 000. Ces fluctuations sont les empreintes des légères variations de densité dans l'univers primordial, les graines qui ont donné naissance aux galaxies et aux structures à grande échelle que nous observons aujourd'hui. La taille angulaire typique de ces fluctuations dans le ciel dépend de la géométrie de l'univers. Dans un univers à courbure positive, les chemins lumineux convergent, faisant paraître les fluctuations plus grandes. Dans un univers à courbure négative, les chemins divergent, faisant paraître les fluctuations plus petites. Dans un univers plat, la taille apparente correspond directement à la taille physique. Les observations du fond diffus cosmique, en particulier celles du satellite Planck lancé en 2009, ont mesuré ces fluctuations avec une précision extraordinaire. Le résultat est remarquable. L'univers est plat à quelques pourcents près. La courbure, si elle existe, est si faible qu'elle est indétectable avec nos instruments actuels. Qu'est-ce que cela signifie pour la question de l'infini? Un univers plat est compatible avec un espace infini, bien qu'il ne le prouve pas de manière définitive. Il reste une possibilité que l'univers soit plat, mais fini, avec une topologie complexe, comme un tore tridimensionnel où l'espace se connecte à lui-même de manière subtile. Mais la plupart des cosmologistes considèrent qu'un univers plat est probablement infini. Si tel est le cas, alors notre univers observable, avec ses 93 milliards d'années-lumière de diamètre et ses 2000 milliards de galaxies, ne serait qu'une infime bulle dans un océan infini d'espace. Au-delà de notre horizon, il y aurait une infinité d'autres régions, chacune avec ses propres galaxies,
ses propres étoiles, ses propres planètes, peut-être ses propres formes de vie. Et dans un univers infini, comme nous l'avons discuté, toutes les configurations possibles de matière doivent se répéter. Il existerait une infinité de copies de notre région observable, une infinité de versions de vous et de moi, vivant des vies identiques ou légèrement différentes dans des régions inimaginablement éloignées du cosmos. C'est une pensée vertigineuse, presque troublante. Mais attendez, l'histoire de l'infini n'est pas terminée. Car au-delà de cette notion d'un espace infini, la physique moderne suggère d'autres types d'infini encore plus étranges. Au cours des années 90, les astronomes entreprirent de mesurer avec précision le taux d'expansion de l'univers et de déterminer comment il évolue dans le temps. Depuis Hubble, nous savions que l'univers était en expansion. Mais la question naturelle était, cette expansion ralentit-elle ? Car, après tout, la gravité devrait freiner l'expansion, attirant toute la matière de l'univers vers elle-même. Deux équipes indépendantes d'astronomes se lancèrent dans cette quête, utilisant un type particulier d'explosion stellaire appelé supernova de type 1 comme chandelle standard pour mesurer les distances cosmiques. Ces supernovas ont la propriété remarquable d'avoir toutes à peu près la même luminosité intrinsèque, ce qui permet de calculer leur distance en comparant cette luminosité intrinsèque à leur luminosité apparente. En observant des supernovas lointaines et en mesurant à la fois leur distance et leur décalage vers le rouge, les astronomes pouvaient reconstruire l'histoire de l'expansion de l'univers. Ce qu'ils découvrirent en 1998 fut si surprenant qu'ils vérifièrent et revérifièrent leurs données, craignant une erreur systématique. L'expansion de l'univers n'était pas en train de ralentir. Elle accélérait. L'univers s'étendait de plus en plus vite. C'était une découverte stupéfiante, en totale contradiction avec les attentes. Quelque chose devait pousser l'espace à s'étendre de plus en plus rapidement, une force répulsive à grande échelle qui contrecarrait et même dominait l'attraction gravitationnelle de la matière ordinaire. Les physiciens donnèrent à cette entité mystérieuse le nom d'énergie noire. Qu'est-ce que l'énergie noire ? Honnêtement, nous ne le savons pas vraiment. C'est l'un des plus grands mystères de la physique moderne. L'explication la plus simple est qu'elle représente une propriété intrinsèque de l'espace lui-même, une constante cosmologique, exactement le terme qu'Einstein avait ajouté puis retiré de ses équations des décennies plus tôt. Dans cette interprétation, chaque mètre cube d'espace possède une petite quantité d'énergie inhérente, et au fur et à mesure que l'univers s'étend, créant plus d'espace, l'énergie totale augmente, alimentant une expansion encore plus rapide. Cette énergie du vide ne se dilue pas avec l'expansion, contrairement à la matière ordinaire. Alors qu'avec le temps, l'univers devient de plus en plus vide de matière, l'énergie noire reste constante par unité de volume, devenant progressivement l'ingrédient dominant du cosmos. Les mesures actuelles suggèrent que l'énergie noire représente environ 68% de tout le contenu énergétique de l'univers. La matière noire, cette forme mystérieuse de matière qui n'interagit pas avec la lumière mais exerce une attraction gravitationnelle, compose environ 27%. Et toute la matière ordinaire,
Les atomes qui forment les étoiles, les planètes et nos propres corps ne représentent qu'environ 5% du total. Nous sommes, littéralement, une infime minorité dans l'univers. Les implications de l'énergie noire pour l'avenir de l'univers sont profondes. Si l'expansion continue à accélérer, l'univers va devenir de plus en plus vide et froid avec le temps. Les galaxies au-delà de notre groupe local, qui sont déjà en train de s'éloigner de nous, disparaîtront progressivement de notre horizon. Dans des milliards d'années, un observateur dans notre galaxie ne verra plus aucune autre galaxie dans le ciel. L'univers observable se rétrécira, devenant de plus en plus isolé et sombre. Finalement, dans un avenir incroyablement lointain, toutes les étoiles auront épuisé leur carburant et se seront éteintes. Les trous noirs eux-mêmes s'évaporeront par un processus quantique découvert par Stephen Hawking. L'univers deviendra un désert froid et vide, rempli seulement d'un très faible rayonnement et de particules élémentaires espacées par des distances inimaginables. C'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Mais même cette perspective désolante a un aspect étrange en rapport avec l'infini. Car si l'univers est infini spatialement maintenant, il le restera pour toujours. Même dans cet état de mort thermique, il y aura une quantité infinie d'espace, une énergie totale infinie en forme d'énergie noire et peut-être même un nombre infini de particules dispersées dans l'immensité. Et ici, nous touchons à une subtilité profonde. Dans un univers infini en expansion accélérée, l'horizon cosmologique ne grandit pas indéfiniment. Au contraire, il finit par se stabiliser, puis même se rétrécir en termes de volume observable. De nouvelles régions de l'espace passent constamment au-delà de notre horizon, nous devenant à jamais inaccessibles. C'est comme si nous vivions dans une bulle qui s'isole progressivement du reste de l'univers infini. Certains physiciens spéculent que cette expansion accélérée pourrait avoir des conséquences plus dramatiques. Il existe des scénarios, encore hautement spéculatifs, où l'énergie noire pourrait évoluer avec le temps, devenant de plus en plus forte jusqu'à atteindre une singularité appelée le Big Rip, le grand déchirement. Dans ce scénario catastrophique, l'expansion deviendrait si rapide qu'elle finirait par déchirer les galaxies, puis les systèmes stellaires, puis les planètes, puis les atomes eux-mêmes, réduisant l'univers à un état de particules élémentaires isolées. Heureusement, les observations actuelles ne suggèrent pas que l'énergie noire évolue de cette manière. Elle semble être une constante cosmologique stable, conduisant à une expansion accélérée mais modérée. Néanmoins, le simple fait que nous ne comprenions pas vraiment la nature de l'énergie noire laisse ouverte la possibilité de surprises futures. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la possibilité que notre univers soit infini dans l'espace. Mais certaines théories en physique moderne suggèrent quelque chose d'encore plus vertigineux. Il pourrait exister une infinité d'univers, un multivers, chacun avec ses propres lois physiques, ses propres constantes, sa propre histoire. L'idée du multivers émerge de plusieurs directions différentes dans la physique théorique moderne. Explorons quelques-unes des plus fascinantes. La première vient de la théorie de l'inflation cosmique. Nous avons dit que l'univers était en expansion depuis le Big Bang. Mais selon la théorie de l'inflation, proposée par Alan Guth en 1980, l'univers a connu une phase d'expansion extraordinairement rapide
dans les premiers instants après sa naissance, littéralement une fraction de seconde après le Big Bang. Pendant cette phase inflationnaire, l'univers aurait doublé de taille à une vitesse vertigineuse, peut-être 50 fois ou plus en une fraction de seconde. Cette expansion ultra rapide résout plusieurs problèmes cosmologiques, notamment pourquoi l'univers observable est si uniforme alors que des régions distantes n'ont apparemment jamais été en contact causal. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Selon de nombreux modèles d'inflation, ce processus ne s'arrête pas partout en même temps. L'inflation se termine dans certaines régions, créant des bulles d'espace normales en expansion plus lente, comme notre univers observable, mais entre ces bulles, l'inflation continue, créant toujours plus d'espace qui continuera à gonfler et à former de nouvelles bulles. C'est ce qu'on appelle l'inflation éternelle. Dans ce scénario, notre univers observable entier ne serait qu'une bulle parmi une infinité d'autres, chacune potentiellement avec ses propres propriétés, séparées de nous par des régions d'espace encore en inflation. Nous ne pourrions jamais observer ces autres bulles car les régions entre elles s'étendent trop rapidement pour que la lumière les traverse, mais elles existeraient, un multivers infini de pocket universe, d'univers de poche. Une deuxième source de l'idée du multivers vient de la mécanique quantique, et plus spécifiquement d'une interprétation controversée appelée l'interprétation des mondes multiples, proposée par Hugh Everett en 1957. La mécanique quantique est la théorie qui décrit le comportement de la matière et de l'énergie à l'échelle des atomes et des particules subatomiques. C'est une théorie étrangement probabiliste. Avant qu'une mesure soit effectuée, une particule quantique existe dans une superposition de plusieurs états différents. Ce n'est qu'au moment de la mesure que la particule choisit un état définitif, dans ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde. Mais pourquoi la mesure devrait-elle avoir ce rôle spécial? Qu'est-ce qui compte comme une mesure? Everett proposa une solution radicale, il n'y a pas d'effondrement de la fonction d'onde. Au lieu de cela, quand une mesure quantique est effectuée, l'univers se divise en multiples branches. Dans une branche, la particule est mesurée dans un état, dans une autre branche, elle est mesurée dans un autre état. Tous les résultats possibles se produisent, mais dans des univers parallèles différents. Si cette interprétation est correcte, alors à chaque instant, l'univers se divise en un nombre astronomique de branches, chacune représentant une réalité différente. Il existerait une infinité d'univers parallèles où des versions de vous prennent des décisions différentes, vivent des vies différentes, font l'expérience d'histoires alternatives. Cette idée semble sortir tout droit de la science-fiction et beaucoup de physiciens la trouvent difficile à accepter. Mais elle reste une interprétation mathématiquement cohérente de la mécanique quantique et elle a ses défenseurs parmi les théoriciens sérieux. Une troisième source d'idées sur le multivers vient de la théorie des cordes, une tentative audacieuse de créer une théorie unifiée de toutes les forces de la nature, incluant la gravité. La théorie des cordes propose que les particules élémentaires ne sont pas des points sans dimension, mais de minuscules cordes vibrantes. Différents modes de vibration correspondent à différentes particules. Pour que les mathématiques de la théorie des cordes fonctionnent, l'univers doit avoir plus de 3 dimensions spatiales. Les théories les plus courantes postulent 10 dimensions spatiales plus le temps. Où sont les dimensions supplémentaires? Elles seraient enroulées sur elles-mêmes à des échelles si petites que nous ne pouvons les détecter. Il s'avère qu'il existe un nombre énorme de manières différentes dont ces dimensions supplémentaires peuvent être enroulées,
peut-être 10 à la puissance 500 possibilités au plus, chaque configuration différente donnerait des lois physiques différentes, des particules différentes, des constantes fondamentales différentes. Cet ensemble de possibilités est appelé le paysage des cordes. Certains théoriciens proposent que toutes ces possibilités sont réalisées quelque part dans un multivers. Chaque univers de poche dans le multivers inflationnaire pourrait avoir une configuration différente des dimensions supplémentaires, donc des lois physiques différentes. Dans cette image, notre univers, avec ses lois physiques particulières qui permettent l'existence de la vie, ne serait qu'un parmi une quasi-infinité d'autres. Toutes ces idées de multivers sont hautement spéculatives et controversées. Elles posent une question philosophique profonde. Si nous ne pouvons jamais observer ces autres univers, sont-ils vraiment de la science ou sont-ils de la métaphysique ? Comment pourrions-nous tester ces théories si leurs prédictions portent sur des régions à jamais inaccessibles ? Certains physiciens argumentent que ces théories font des prédictions indirectes que nous pouvons tester. D'autres soutiennent que même si nous ne pouvons pas observer directement les autres univers, le fait qu'une théorie bien établie, comme l'inflation ou la mécanique quantique, prédise leur existence, est une raison suffisante de les prendre au sérieux. Le débat continue, mais une chose est claire. La physique moderne a ouvert la porte à des possibilités d'infini bien plus étranges et multiples que nos ancêtres n'auraient jamais pu l'imaginer. Revenons maintenant à la géométrie de notre propre univers. Nous avons dit que les observations suggèrent que l'univers est plat, ce qui est compatible avec un espace infini. Mais il y a une subtilité que nous n'avons pas encore explorée, la différence entre la géométrie locale et la topologie globale. Imaginez une feuille de papier plate. Elle a une géométrie euclidienne, les lignes droites le restent, les angles des triangles somment à 180 degrés, etc. Maintenant, prenez cette feuille et enroulez-la pour former un cylindre. Localement, la surface est toujours plate. Vous pouvez toujours dessiner des triangles euclidiens dessus. Mais globalement, la topologie a changé. Si vous vous déplacez dans une direction, vous finissez par revenir à votre point de départ. Maintenant, prenez ce cylindre et connectez les deux bouts pour former un tore, la forme d'un beignet. La surface est toujours localement plate, mais la topologie globale est encore différente. Vous pouvez voyager dans deux directions perpendiculaires différentes et revenir à votre point de départ dans les deux cas. De la même manière, notre univers tridimensionnel pourrait être localement plat, comme les observations le suggèrent, mais avoir une topologie globale non triviale. Il pourrait être un tore tridimensionnel où l'espace se connecte à lui-même de manière périodique. Dans un tel univers, si vous voyagiez suffisamment loin dans une direction, vous reviendriez à votre point de départ. Et si vous regardiez suffisamment loin avec un télescope, vous pourriez voir l'arrière de votre propre galaxie. Il existe de nombreuses topologies possibles pour un univers plat, certaines avec des noms exotiques comme l'espace Dantche-Went ou l'espace dodéakédrique de Poincaré. Les astronomes ont cherché des signatures de ces topologies non triviales dans le fond diffus cosmologique, cherchant par exemple des motifs répétés qui indiqueraient que nous voyons la même région de l'univers dans différentes directions. Jusqu'à présent, ces recherches n'ont rien trouvé. Si l'univers a une topologie non triviale, la taille caractéristique de cette topologie est plus grande que notre univers observable. Il est donc toujours possible que l'univers soit fini, avec une topologie étrange, mais assez grand pour que nous ne puissions pas le détecter. Cependant, l'explication la plus simple des observations reste qu'un univers plat
est aussi topologiquement trivial, c'est-à-dire simplement infini et sans connexion périodique. C'est l'hypothèse que la plupart des cosmologistes adoptent par défaut, bien que la question reste ouverte. La question de savoir si l'univers est infini est intimement liée à une quantité appelée la densité critique. Cette densité critique est la densité moyenne de matière et d'énergie nécessaire pour que l'univers soit exactement plat. Si la densité réelle de l'univers est supérieure à cette densité critique, l'univers aurait une courbure positive et serait fini. Si la densité est inférieure à la densité critique, l'univers aurait une courbure négative et serait infini. Et si la densité est exactement égale à la densité critique, l'univers est plat et probablement infini. Les mesures actuelles indiquent que la densité totale de l'univers, incluant la matière ordinaire, la matière noire et l'énergie noire, est remarquablement proche de la densité critique. Le paramètre de densité, le ratio entre la densité réelle et la densité critique, est mesuré à environ 1 avec une incertitude de quelques pourcents. Cette proximité de la densité critique est en fait assez mystérieuse. Pourquoi l'univers serait-il si finement ajusté pour être presque exactement plat? C'est l'un des problèmes que la théorie de l'inflation cosmique est censée résoudre. L'inflation aurait étiré l'univers si rapidement qu'elle aurait aplani toute courbure initiale, rendant l'univers extraordinairement proche de la platitude, peu importe son état initial. Mais même avec cette explication, la question persiste. L'univers est-il exactement plat, et donc infini, ou simplement très proche de la platitude, auquel cas il pourrait être fini, mais simplement très grand? Cette question a aussi des implications pour le destin ultime de l'univers. Avant la découverte de l'énergie noire, on pensait que le destin de l'univers dépendait de sa densité. Un univers avec une densité supérieure à la densité critique finirait par cesser de s'étendre et commencerait à se contracter, aboutissant finalement à un Big Crunch, l'inverse du Big Bang. Un univers avec une densité inférieure à la densité critique s'étendrait pour toujours, devenant de plus en plus froid et vide. Mais avec l'énergie noire dominant maintenant l'expansion, le destin de l'univers semble scellé. Une expansion éternelle et accélérée, quelle que soit la densité de matière. L'univers se refroidira et s'obscurcira, s'étendant indéfiniment dans l'avenir, même s'il est infini dans l'espace. En explorant la question de l'univers infini, nous nous heurtons à une limite fondamentale de la science. Il y a des choses que nous ne pouvons tout simplement pas observer directement. L'horizon cosmologique délimite la région de l'univers qui est accessible à notre observation. Au-delà de cet horizon, l'information ne peut pas nous atteindre, au moins pas encore. Et avec l'expansion accélérée due à l'énergie noire, certaines régions de l'univers qui sont actuellement au-delà de notre horizon le resteront à jamais. Elles s'éloignent de nous plus vite que la lumière ne peut les rattraper. Ce n'est pas une violation de la relativité, car ce n'est pas une vitesse à travers l'espace, mais l'expansion de l'espace lui-même. Cela signifie qu'il y a une limite fondamentale à ce que nous pouvons connaître de l'univers. Nous ne pourrons jamais observer directement l'univers dans sa totalité.
seulement la partie qui est causalement connectée à nous, notre univers observable. Comment alors pouvons-nous répondre à la question de savoir si l'univers est infini? Nous devons nous appuyer sur l'inférence, sur l'extrapolation de ce que nous observons localement à ce qui pourrait exister globalement. Si l'univers observable est plat et homogène, il est raisonnable de supposer que ses propriétés se poursuivent au-delà de notre horizon. Mais ce n'est qu'une supposition, aussi bien motivée soit-elle. Certains philosophes et physiciens argumentent que des questions sur ce qui existe au-delà de l'univers observable sortent du domaine de la science car elles ne peuvent être testées empiriquement. D'autres répondent que tant qu'une théorie fait des prédictions testables dans notre univers observable, ses implications pour des régions inobservables restent scientifiquement relevantes. C'est un débat profond sur la nature même de la science et de la connaissance. Où traçons-nous la ligne entre la physique légitime et la métaphysique? Peut-on parler scientifiquement de l'infini alors qu'on ne peut l'observer? Ces questions philosophiques font partie intégrante de la cosmologie moderne. Une autre considération dans les discussions sur l'univers infini est le principe anthropique. Dans sa forme la plus simple, ce principe énonce simplement que l'univers doit avoir des propriétés compatibles avec l'existence d'observateurs comme nous. Sinon, nous ne serions pas là pour l'observer. C'est presque tautologique, mais il a des implications intéressantes. Dans un univers infini, ou dans un multivers avec une infinité d'univers différents, toutes les configurations possibles de lois physiques et de conditions initiales seraient réalisées quelque part. La grande majorité de ces configurations seraient probablement hostiles à la vie. Mais dans l'infini, même des configurations extrêmement improbables se produiraient un nombre infini de fois. Nous nous trouvons nécessairement dans une région de l'univers ou dans un univers du multivers où les conditions sont propices à la vie. Ce n'est pas que l'univers ait été spécialement conçu pour nous, c'est simplement que nous ne pouvions exister que là où les conditions le permettent. C'est une sorte de biais de sélection cosmique. Ce raisonnement anthropique est parfois utilisé pour expliquer les réglages fins apparents des constantes physiques. Pourquoi la constante cosmologique a-t-elle précisément la valeur qu'elle a, permettant la formation des galaxies et des étoiles, mais pas trop pour déchirer tout avant que la vie puisse émerger? Dans un multivers, toutes les valeurs seraient essayées et nous nous trouvons naturellement dans une région avec une valeur favorable. Certains physiciens trouvent ce raisonnement insatisfaisant. Ils préféreraient une explication fondamentale de pourquoi les constantes ont les valeurs qu'elles ont, plutôt qu'un appel au hasard dans un paysage infini de possibilités. Mais d'autres argumentent que le principe anthropique pourrait être notre seule explication disponible pour certains aspects de l'univers. Quelle que soit votre position dans ce débat, il est clair que la question de l'infini et celle de notre place dans l'univers sont intimement liées. Un univers infini offre une perspective vertigineuse sur notre existence. Nous sommes des êtres finis, éphémères, conscients, dans un cosmos peut-être éternellement vaste. Jusqu'à présent, nous avons principalement parlé de l'infini dans l'espace. Mais qu'en est-il du temps? L'univers a-t-il existé pour toujours ou y a-t-il eu un commencement absolu? La théorie du Big Bang suggère que l'univers,
du moins tel que nous le connaissons, a eu un commencement il y a environ 14 milliards d'années. Mais qu'est-ce qui a causé le Big Bang lui-même? Qu'est-ce qui est venu avant? Selon la relativité générale, le Big Bang représente une singularité, un point où la densité et la température deviennent infinies et où les lois de la physique, telles que nous les connaissons, cessent de s'appliquer. À la singularité du Big Bang, non seulement l'espace, mais aussi le temps lui-même aurait commencé. Il n'y a pas de « avant » le Big Bang dans cette image, car le temps lui-même n'existait pas. C'est une idée difficile à saisir. Notre intuition quotidienne nous dit que tout événement doit avoir une cause, qui elle-même a eu lieu avant l'événement. Mais si le temps lui-même a commencé avec le Big Bang, alors demander ce qui s'est passé avant n'a plus de sens que demander ce qui se trouve au nord du pôle Nord. Pourtant, de nombreux physiciens sont mal à l'aise avec cette idée d'un commencement absolu. Les singularités en physique sont souvent le signe que notre théorie est incomplète, qu'elle s'effondre dans des conditions extrêmes. On espère qu'une théorie quantique de gravité, qui n'existe pas encore complètement, pourrait éliminer la singularité du Big Bang et révéler ce qui s'est réellement passé dans les premiers instants de l'univers. Certaines propositions suggèrent que l'univers pourrait avoir eu un avant, mais dans un état différent. Peut-être l'univers est-il cyclique, passant par une série infinie de Big Bangs et de Big Crunch, naissant, évoluant, se contractant, puis renaissant. Chaque cycle pourrait durer des centaines de milliards d'années, et nous ne serions que dans l'une des phases d'un processus éternel. D'autres idées, plus spéculatives, suggèrent que notre Big Bang n'était qu'un événement local dans un univers éternel et infini. Peut-être que des Big Bangs se produisent constamment dans différentes régions d'un méta-univers, chacun créant une bulle d'espace-temps en expansion. Dans cette image, il n'y aurait pas de commencement absolu pour l'univers dans son ensemble, seulement des commencements locaux pour des régions comme la nôtre. La théorie de l'inflation éternelle que nous avons évoquée suggère quelque chose de similaire. Une fois que l'inflation commence dans une région de l'univers, elle ne s'arrête jamais complètement. Elle se termine dans certaines poches, créant des univers observables comme le nôtre, mais continue dans d'autres régions, créant toujours plus d'espace et de nouvelles poches. Ce processus pourrait s'être poursuivi éternellement dans le passé et se poursuivre éternellement dans le futur. Si tel est le cas, alors bien que notre univers observable ait un âge fini, l'univers dans sa totalité pourrait être éternellement ancien. Le temps serait infini dans les deux directions, passé et futur, même si notre région particulière du cosmos n'existe que depuis 14 milliards d'années. Ces idées restent hautement spéculatives. Nous n'avons aucune observation directe de ce qui pourrait exister avant ou au-delà de notre Big Bang local, mais elles illustrent comment la question de l'infini dans le temps est aussi ouverte et mystérieuse que la question de l'infini dans l'espace. L'idée d'un temps infini pose ses propres paradoxes fascinants. Si le passé est infini, cela signifie qu'une éternité s'est déjà écoulée avant le moment présent. Comment alors sommes-nous arrivés au maintenant? Un temps infini ne devrait jamais s'écouler complètement. C'est ce qu'on appelle parfois le paradoxe du passé éternel.
Certains philosophes médiévaux utilisaient cet argument pour démontrer que l'univers devait avoir un commencement. Si l'univers avait existé depuis toujours, raisonnait-il, alors nous n'aurions jamais atteint le moment présent, car une infinité de moments aurait dû s'écouler auparavant. Par conséquent, l'univers doit avoir commencé il y a un temps fini. D'autres philosophes répondaient que ce raisonnement confond l'infini avec le très grand. Le passé n'est pas un très grand nombre d'années qui doit s'écouler séquentiellement pour arriver au présent. Chaque moment a un moment précédent bien défini, et le fait que cette chaîne n'ait pas de premier maillon ne pose pas de problème logique. Le temps ne s'écoule pas vers nous depuis un infini lointain. Il est simplement structuré de telle manière qu'il n'y a pas de premier moment. Ces débats philosophiques sur l'infini temporel ont une longue histoire et ne sont pas complètement résolus même aujourd'hui. Ils touchent à des questions profondes sur la nature du temps, la causalité et l'existence. Dans un sens, la physique moderne a déplacé le débat sans le résoudre. Le Big Bang fournit un commencement pour notre univers observable, évitant le paradoxe du passé éternel pour notre région du cosmos. Mais les théories plus spéculatives d'univers éternel ou de multivers ramènent ces questions à l'avant-plan. L'une des frontières les plus excitantes de la physique théorique moderne est la tentative d'unifier la mécanique quantique et la relativité générale en une théorie cohérente de la gravitation quantique. Cette quête pourrait transformer radicalement notre compréhension de l'espace, du temps et de l'infini. À des échelles extrêmement petites, la longueur de Planck, qui est d'environ 10 à la puissance moins 35 mètres, et le temps de Planck correspondant, la structure lisse de l'espace-temps décrite par la relativité générale doit céder la place à quelque chose de plus fondamental et probablement beaucoup plus étrange. Certaines approches de la gravitation quantique, comme la théorie des cordes ou la gravitation quantique à boucle, suggèrent que l'espace-temps lui-même pourrait être discret plutôt que continu à ces échelles minuscules. L'espace ne serait pas infiniment divisible, mais aurait une structure granulaire ultime, comme un tissu avec une trame fine. Si cela est vrai, alors en un certain sens, l'infini pourrait ne pas exister dans la nature à l'échelle la plus fondamentale. On ne pourrait pas diviser l'espace ou le temps en portions arbitrairement petites. Il y aurait une limite minimale. Et si l'univers est fini en taille, alors le nombre de ces quantas d'espace-temps serait également fini, aussi grand soit-il. Mais cette discrétisation à l'échelle de Planck n'éliminerait pas nécessairement tous les infinis en cosmologie. L'univers pourrait toujours être spatialement infini, contenant un nombre infini de ces quantas d'espace-temps. Et le temps pourrait s'étendre infiniment dans le futur, comprenant une infinité d'instants de Planck successifs. En fait, certaines approches de la cosmologie quantique suggèrent que le Big Bang pourrait ne pas être une singularité après tout. Les effets quantiques pourraient avoir empêché la densité et la température d'atteindre des valeurs réellement infinies. Au lieu d'une singularité, il pourrait y avoir eu un rebond, où un univers en contraction précédent a atteint une densité maximale très élevée mais finie, puis a rebondi pour devenir notre univers en expansion actuelle. Dans de tels modèles de rebond cosmique, le temps pourrait s'étendre infiniment dans le passé à travers une série de phases de contraction et d'expansion.
L'univers serait éternellement cyclique, sans commencement ni fin absolue. Ces idées sont encore très spéculatives et font l'objet de recherches actives. Nous n'avons pas encore de théorie complète et testée de la gravitation quantique. Mais il est clair que nos idées sur l'infini, sur l'espace et le temps pourraient être profondément transformées lorsque nous comprendrons enfin comment la physique fonctionne aux échelles les plus extrêmes. Tout au long de cette exploration, nous avons voyagé des premières spéculations philosophiques sur l'infini jusqu'aux frontières les plus avancées de la cosmologie moderne. Nous avons vu comment la question de l'univers infini a évolué, se transformant au fil des découvertes scientifiques, révélant toujours de nouvelles profondeurs et de nouveaux mystères. Alors, quelle est la réponse ? L'univers est-il infini ? La vérité honnête est que nous ne savons pas avec certitude. Les observations suggèrent fortement que l'univers est au moins extrêmement grand, probablement plat, et peut-être infini dans l'espace. Il a certainement un âge fini d'environ 14 milliards d'années, bien qu'il puisse faire partie d'une réalité plus vaste qui est éternelle. Et les théories modernes ouvrent la possibilité de multivers, de multiples infinis empilés les uns sur les autres dans des structures d'une complexité vertigineuse. Mais au-delà de la réponse scientifique, il y a quelque chose de profondément significatif dans la contemplation de l'infini. Elle nous rappelle notre place dans le cosmos. Nous sommes des êtres extraordinairement petits et éphémères dans un univers d'une immensité presque incompréhensible. Chacun de nous ne vit que quelques dizaines d'années sur une planète minuscule, orbitant une étoile ordinaire, parmi des centaines de milliards dans une galaxie qui est elle-même une parmi des milliards. Et pourtant, nous sommes capables de contempler tout cela. Nous pouvons comprendre, du moins en partie, les lois qui gouvernent le cosmos. Nous pouvons poser la question de l'infini et commencer à y répondre. C'est, d'une certaine manière, aussi miraculeux que l'univers lui-même. L'infini nous confronte à nos limites, mais aussi à nos possibilités. Il nous rappelle qu'il y a toujours plus à découvrir, toujours au-delà de ce que nous savons. La quête pour comprendre l'univers est elle-même potentiellement infinie, une exploration sans fin de la réalité et de ses mystères. Dans un univers peut-être infini, chaque vie humaine est infinitésimale. Mais c'est précisément cette finitude qui donne de la valeur à notre existence. Nous sommes des îlots de conscience dans l'immensité cosmique, des observateurs privilégiés capables de s'émerveiller devant la grandeur de tout ce qui existe. Notre exploration de la question de l'univers infini ne se termine pas ici. La cosmologie est une science vivante, en constante évolution, et de nouvelles découvertes transforment régulièrement notre compréhension. De nouveaux télescopes et observatoires entrent en service, repoussant toujours plus loin les limites de l'univers observable. Le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021,
observe déjà l'univers dans l'infrarouge avec une précision sans précédent, révélant les premières galaxies formées après le Big Bang, des objets si lointains que leur lumière a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années pour nous atteindre. Les futurs observatoires gravitationnels, comme le télescope spatial LISA, prévu pour les années 2030, détecteront les ondulations de l'espace-temps lui-même, les ondes gravitationnelles émises par des événements cosmiques cataclysmiques. Ces observations ouvriront une fenêtre entièrement nouvelle sur l'univers, nous permettant de sonder des phénomènes que nous ne pouvons pas observer avec la lumière ordinaire. Sur Terre, des expériences massives cherchent à détecter directement la matière noire, cette substance mystérieuse qui compose l'essentiel de la masse de l'univers, mais que nous n'avons jamais vue directement. Comprendre la nature de la matière noire transformerait notre image de la structure cosmique à grande échelle. Et dans les accélérateurs de particules, comme le Grand Collisionneur de Hadron, les physiciens sondent les lois fondamentales de la nature, cherchant des indices sur la physique au-delà du modèle standard, peut-être des traces de dimensions supplémentaires ou de la supersymétrie prédite par la théorie des cordes. Chacune de ces avenues de recherche pourrait apporter de nouvelles réponses à la question de l'infini, ou poser de nouvelles questions que nous n'avions même pas envisagées. Peut-être découvrirons-nous que l'univers a une topologie exotique, finie mais sans bord, connectée à lui-même de manière subtile. Peut-être trouverons-nous des preuves indirectes de l'existence d'autres univers dans un multivers, des empreintes laissées par des collisions entre univers-bulles dans l'inflation éternelle. Peut-être développerons-nous une théorie complète de la gravitation quantique qui révélera que l'espace et le temps émergent d'une structure plus fondamentale encore, changeant complètement notre manière de penser l'infini. Les possibilités sont vastes et l'aventure de la découverte continue. Avant de conclure notre voyage, il vaut la peine de réfléchir à la manière dont l'idée de l'infini résonne avec l'expérience humaine, au-delà de la science pure. L'infini a toujours fasciné et parfois effrayé l'esprit humain. Dans les mathématiques, l'infini a été une source de paradoxes et de percées révolutionnaires. Les anciens Grecs évitaient en grande partie l'infini actuel, préférant parler de processus qui se poursuivent indéfiniment. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que George Cantor développa une théorie rigoureuse des ensembles infinis, révélant qu'il existe différentes tailles d'infini, une hiérarchie sans fin d'infini de plus en plus grand. Le travail de Cantor fut controversé à son époque. Certains mathématiciens le considéraient comme une folie. Cantor lui-même fut tourmenté par des problèmes de santé mentale, mais ses idées survécurent et devinrent le fondement de la théorie moderne des ensembles et de la logique mathématique. En philosophie et en théologie, l'infini a souvent été associé à l'absolu, au divin, à ce qui transcende l'expérience humaine ordinaire. De nombreuses traditions religieuses conçoivent Dieu ou le sacré comme infini dans sa puissance, sa connaissance ou son existence. La contemplation de l'infini devient alors un chemin vers le transcendant. En psychologie, l'infini peut évoquer à la fois l'émerveillement et l'anxiété. Se confronter à l'immensité de l'espace ou à l'éternité du temps peut produire un sentiment d'insignifiance écrasante, ce que certains psychologues appellent l'angoisse existentielle. Mais cela peut aussi inspirer un sentiment profond d'humilité et de connexion à quelque chose de plus grand que soi. Les artistes et les poètes ont longtemps été attirés par les thèmes de l'infini. William Blake voyait le monde dans un grain de sable et l'éternité dans une heure. Borges
écrivit des nouvelles hallucinantes sur des bibliothèques infinies et des labyrinthes sans fin. L'infini devient une métaphore de l'inexprimable, de ce qui dépasse la capacité du langage et de l'image. Dans notre vie quotidienne, nous ne pensons généralement pas à l'infini. Nous sommes occupés par des préoccupations finies et immédiates. Mais de temps en temps, peut-être en regardant le ciel étoilé une nuit claire, ou en contemplant l'océan s'étendant jusqu'à l'horizon, nous ressentons un frisson de cette vastitude. Nous nous souvenons que nous faisons partie de quelque chose d'incompréhensiblement grand. Ces moments de contemplation cosmique peuvent avoir une valeur profonde. Ils nous rappellent de prendre du recul par rapport à nos soucis quotidiens, de voir nos vies dans une perspective plus large. Ils peuvent inspirer un sentiment de connexion à l'univers, une reconnaissance que les atomes de nos corps ont été forgés dans les cœurs d'étoiles anciennes, que nous sommes littéralement de la poussière d'étoiles devenue consciente. Au terme de ce long voyage à travers les mystères de l'univers infini, que pouvons-nous retenir? D'abord, une profonde appréciation pour le pouvoir de l'esprit humain. En l'espace de quelques siècles, nous sommes passés d'une vision géocentrique limitée à une compréhension cosmologique sophistiquée. Nous avons découvert que l'univers est vaste au-delà de toute imagination ordinaire, qu'il a une histoire de milliards d'années, qu'il est régi par des lois que nous pouvons comprendre mathématiquement. Nous avons également appris l'humilité. Chaque réponse que nous trouvons semble ouvrir de nouvelles questions. L'univers est plus étrange et plus merveilleux que nous l'imaginions. La matière noire, l'énergie noire, la possibilité de multivers, ce sont autant de rappels qu'il reste énormément à découvrir. La question de l'infini elle-même reste ouverte. L'univers est-il spatialement infini, éternellement ancien, partie d'un multivers infini? Nous avons des indices, des théories, des spéculations, mais pas de réponse définitive. Et peut-être est-ce approprié. L'infini, par sa nature même, échappe toujours à notre compréhension complète. Mais cette incertitude n'est pas une faiblesse, c'est une invitation. C'est un appel à continuer d'explorer, de questionner, de s'émerveiller. La science est une quête sans fin, et c'est précisément ce qui la rend si excitante et si précieuse. Pour chacun de nous, individuellement, la contemplation de l'infini peut offrir une perspective transformatrice. Dans nos vies quotidiennes, il est facile de se perdre dans les détails, de s'inquiéter de choses qui, dans la grande échelle cosmique, sont sans importance. Lever les yeux vers les étoiles, réfléchir à l'immensité de l'univers, cela peut nous aider à distinguer ce qui compte vraiment. Nos vies sont brèves, quelques dizaines d'années sur une planète tournant autour d'une étoile ordinaire. Mais dans cette brièveté, nous avons la capacité extraordinaire de comprendre, d'aimer, de créer, de s'émerveiller. Nous pouvons former des connexions significatives avec d'autres êtres conscients. Nous pouvons contribuer à la connaissance collective de l'humanité. Nous pouvons apprécier la beauté de l'existence. Face à l'infini, nous sommes tous égaux dans notre finitude, mais nous sommes aussi tous participants au miracle d'un univers qui s'éveille à lui-même à travers la conscience.
C'est une pensée qui devrait nous remplir d'émerveillement et de gratitude. Alors que nous approchons de la fin de notre exploration, revenons une dernière fois à cette simple observation avec laquelle nous avons commencé. Le ciel nocturne est noir. Cette obscurité entre les étoiles, que le paradoxe d'Olbers transformait en énigme, est maintenant comprise comme un témoignage de l'histoire finie de l'univers. Le noir de la nuit nous parle du Big Bang, de l'expansion cosmique, de l'âge limité des étoiles. C'est une fenêtre sur le passé profond du cosmos. Mais cette obscurité peut aussi être vue comme un symbole de notre ignorance restante. Entre les étoiles visibles se cache la matière noire que nous ne pouvons pas voir. Au-delà de notre horizon s'étendent peut-être des régions infinies de l'univers que nous ne pourrons jamais observer. Dans les équations qui décrivent l'univers se cache l'énergie noire et d'autres mystères que nous ne comprenons pas encore. L'obscurité n'est pas un vide de sens, c'est un espace de possibilités. C'est l'inconnu qui nous appelle à explorer. Et chaque point noir dans le ciel, entre les étoiles, est une invitation à approfondir notre compréhension, à développer de meilleurs instruments, à élaborer de meilleures théories. Et au fur et à mesure que nous perçons cette obscurité avec nos télescopes et notre compréhension, nous illuminons non seulement l'univers, mais aussi nous-mêmes. Nous découvrons d'où nous venons, comment nous sommes arrivés ici, quelle est notre place dans le grand schéma cosmique. Le voyage vers la compréhension de l'infini est lui-même potentiellement infini. Il n'y aura jamais un moment où nous dirons « Voilà, nous savons tout, il n'y a plus rien à découvrir ». Il y aura toujours un horizon au-delà, toujours une question plus profonde, toujours un mystère nouveau qui émerge de nos réponses. Et c'est magnifique, car cela signifie que l'aventure de la découverte, l'excitation de l'exploration, l'émerveillement devant les merveilles de l'univers, tout cela peut continuer indéfiniment. Chaque génération humaine aura ses propres découvertes à faire, ses propres horizons à repousser, sa propre contribution à ajouter à l'édifice croissant de la connaissance humaine. Nous voici arrivés au terme de ce voyage nocturne à travers les mystères de l'univers infini. Nous avons parcouru ensemble des milliards d'années et des milliards d'années-lumière. Nous avons exploré les idées des plus grands penseurs de l'histoire humaine. Nous avons confronté des paradoxes qui défient l'intuition et des possibilités qui dépassent l'imagination. Si vous vous sentez un peu vertigineux face à l'immensité de tout cela, c'est normal. L'infini est par nature difficile à saisir pour nos esprits finis. Mais c'est précisément cette tension entre notre finitude et l'infini du cosmos qui rend notre existence si remarquable. Nous sommes des êtres éphémères capables de contempler l'éternité. Nous sommes minuscules mais capables de comprendre l'immense. Nous sommes mortels, mais nous posons des questions qui transcendent toute vie individuelle, des questions auxquelles nos descendants pourront continuer à répondre longtemps après que nous soyons partis. En ce moment, alors que vous écoutez ces mots ou lisez ces lignes, vous êtes sur une planète qui tourne sur elle-même à plus de 1600 km/h à l'équateur, tout en orbitant autour du Soleil à 107 000 km/h. Le système solaire lui-même orbite autour du centre de notre galaxie à environ 800 000 km/h.
et notre galaxie se déplace à travers l'espace local à plus de 600 000 km/h. Vous êtes en mouvement constant, traversant le cosmos à des vitesses imaginables. Et pourtant, vous ne le sentez pas. Vous êtes assis, confortablement, peut-être dans votre lit, vous préparant à dormir, tandis que l'univers se déploie autour de vous dans toute sa splendeur infinie. Quelque part dans l'immensité de l'espace, peut-être à des distances imaginables, il pourrait y avoir d'autres êtres regardant leur propre ciel nocturne, se posant les mêmes questions que nous. Sont-ils également émerveillés par l'infini? Ont-ils également découvert l'expansion de l'univers, l'énergie noire, la possibilité de multivers? Ou ont-ils découvert des choses que nous n'avons même pas commencé à imaginer? Nous ne le saurons peut-être jamais. Les distances cosmiques sont si vastes que même si la vie et l'intelligence sont communes dans l'univers, nous pourrions être à jamais isolés les uns des autres, des îles de conscience dans l'océan infini de l'espace. Mais peut-être que ce n'est pas si important. Peut-être que la vraie valeur n'est pas dans les réponses définitives, mais dans la quête elle-même, dans l'acte de questionner, d'explorer, de s'émerveiller. Nous participons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous contribuons à l'histoire de la compréhension humaine, une histoire qui a commencé dans la nuit préhistorique et qui se poursuit aujourd'hui dans les laboratoires et les observatoires du monde entier. Alors, l'univers est-il vraiment infini? Après tout ce que nous avons exploré, nous ne pouvons toujours pas répondre avec une certitude absolue. Les meilleures observations suggèrent que l'univers observable est plat et homogène, compatible avec un espace infini. Mais l'univers au-delà de notre horizon reste hors de portée de l'observation directe. Peut-être l'univers est-il infini dans l'espace, s'étendant éternellement au-delà de ce que nous pouvons voir. Peut-être fait-il partie d'un multivers infini, une parmi d'innombrables bulles dans une mousse cosmique éternelle. Ou peut-être est-il fini, mais sans bord, courbé sur lui-même de manière subtile que nous n'avons pas encore détectée. Le mystère demeure, et c'est peut-être exactement comme il se doit, car l'infini, par sa nature même, nous échappe toujours complètement. Nous pouvons l'approcher, le circonscrire avec nos mathématiques et nos observations, mais nous ne pouvons jamais l'épuiser. Et dans cette impossibilité d'épuiser le mystère, il y a quelque chose de profondément beau. Cela nous garantit que l'émerveillement ne disparaîtra jamais complètement, que nous resterons toujours des explorateurs à la frontière de l'inconnu, que l'univers conservera toujours sa capacité à nous surprendre et nous inspirer. Cette nuit, quand vous regarderez le ciel, si le temps le permet, prenez un moment pour vraiment contempler ce que vous voyez. Ces points de lumière dans l'obscurité sont des soleils, des fournaises thermonucléaires à des distances qui défient l'imagination. Leur lumière a voyagé pendant des années, des décennies, parfois des siècles, pour atteindre vos yeux. Vous regardez dans le passé, vous voyez l'univers tel qu'il était avant votre naissance. Et au-delà de ces étoiles visibles, il y a des galaxies, des milliards de milliards d'entre elles, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Et au-delà de notre horizon observable, il pourrait y avoir encore plus, peut-être infiniment plus. Vous faites partie de tout cela. Les atomes qui composent votre corps ont été forgés dans le cœur d'étoiles anciennes qui ont explosé en supernova,
dispersant leur matière enrichie dans l'espace. Cette matière s'est ensuite rassemblée pour former de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, et finalement, vous. Vous êtes littéralement de la poussière d'étoiles, un fragment conscient de l'univers qui s'éveille à lui-même et contemple sa propre existence. C'est, quand on y pense vraiment, absolument extraordinaire. Alors que nous arrivons au terme de ce long voyage nocturne, j'espère que vous vous sentez apaisé, peut-être un peu endormi, mais aussi émerveillé. Nous avons exploré ensemble des questions profondes et vertigineuses, mais au fond, la contemplation de l'infini peut être profondément apaisante. Elle nous rappelle que nos soucis quotidiens, aussi importants qu'ils puissent sembler, sont transitoires dans la grande échelle cosmique. Les difficultés que nous rencontrons, les défis auxquels nous faisons face, tout cela passera. L'univers continuera son expansion majestueuse, indifférent à nos petites préoccupations terrestres. Mais cela ne signifie pas que nos vies n'ont pas de sens. Au contraire, c'est précisément parce que nous sommes finis que chaque moment compte. Chaque connexion que nous formons, chaque acte de gentillesse, chaque découverte que nous faisons, tout cela a une valeur inestimable précisément parce que c'est éphémère et précieux. Dans l'immensité de l'univers, vous êtes unique. Il n'y aura jamais un autre vous, avec vos expériences exactes, vos pensées, vos sentiments. Même dans un univers infini où des configurations similaires de matière se répètent, chaque instance est unique dans son contexte, dans son moment particulier de l'espace-temps. Alors, prenez soin de cette vie unique que vous avez. Émerveillez-vous devant les mystères du cosmos, mais n'oubliez pas aussi de trouver de l'émerveillement dans les petites choses, un sourire partagé, un coucher de soleil, le rire d'un enfant, la beauté d'une mélodie. L'univers infini vous contient, vous, et tous ces moments précieux, et dans un sens très réel, vous contenez aussi l'univers, car c'est dans votre conscience que l'univers se connaît lui-même, s'émerveille devant sa propre existence. Reposez-vous bien sachant que vous êtes une partie intégrante de quelque chose d'infiniment vaste et beau. Que vos rêves cette nuit vous emmènent vers les étoiles, vers les galaxies lointaines, vers les horizons cosmiques où le mystère et l'émerveillement demeurent éternellement. Et demain, quand vous vous réveillerez, l'univers sera toujours là, infini ou non, plein de merveilles à découvrir, de beautés à apprécier, de mystères à explorer. L'aventure continue, toujours vers des horizons sans cesse renouvelés. Bonne nuit, chers explorateurs du cosmos. Bonne nuit, sous ce ciel étoilé qui nous unit tous. Bonne nuit, dans ce moment éphémère et précieux de l'histoire infinie de l'univers. Avant de vous laisser glisser doucement vers le sommeil, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez apprécié ce voyage à travers les mystères de l'univers infini. Abonnez-vous à La Science pour dormir pour plus d'explorations apaisantes et fascinantes des merveilles de la science et du cosmos. Partagez cette vidéo avec vos amis qui, comme vous, sont fascinés par les grandes questions de l'existence. Et dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous émerveille le plus dans l'idée d'un univers infini? Quelles questions aimeriez-vous que nous explorions ensemble dans les prochaines vidéos? À très bientôt pour une nouvelle aventure scientifique nocturne. Dormez bien, rêvez grand et souvenez-vous, vous faites partie de l'infini.